Dear guests, I invite you to take place, and I would like to invite our moderator, Rhonda Richford from WWD. We will have the privilege to moderate this panel. The floor is yours. Let me give you the mic. Thank you. And I also am not used to speaking after a minister, so there's a lot to cover. So welcome to this roundtable. It is Reinventing Fashion, Sustainable Competitiveness, and Circular Ecosystems on an International Scale. We've had our guests introduced. And I had wanted to start with sort of one sentence from each of you that is the most important thing that you believe needs to be reinvented in fashion to build a circular ecosystem. Who would like to start? Ouais. Pour une fois, je vais parler en français en fait, malgré les annonces qui ont été faites, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une majorité de Français dans la salle. Nous, notre motto en ce moment, c'est l'information du consommateur. C'est là-dessus qu'on met tous nos efforts et ça fait partie de ce que la ministre a présenté tout à l'heure. Pour e-fashion, je crois que c'est la traçabilité, mais il y a beaucoup de sujets, mais comme ça, spontanément, je dirais la traçabilité. Il y a plein de sujets, mais j'en profite, comme j'ai le micro, peut-être par rapport à tout le sujet de l'économie circulaire. Et pareil que Brice, je le fais en français parce que je pense que voilà, l'audience est plutôt française. C'est de dire qu'on va beaucoup parler de circularité. C'est extrêmement important sur l'empreinte environnementale. C'est vraiment important pour prendre soin de la planète. Mais il y a quand même un enjeu majeur dans notre secteur, et je parle de l'industrie textile au sens large, et pas juste du secteur du luxe, qui est de produire la bonne quantité de produits. Donc le premier sujet pour moi, et après on va enchaîner sur la circularité, mais c'est vraiment de produire au plus juste, d'avoir les bons sell-through, et après, c'est là où l'économie circulaire devient extrêmement puissante. Et j'aime prendre ce qui me rappelle mes jeunes années au ministère quand on parlait de l'énergie. C'est d'abord en fait de ne pas consommer l'énergie et de réduire au maximum sa consommation. Et puis après, on fait du renouvelable. Après, on fait d'être le plus efficace possible. Mais quand même, dans notre industrie, ce sont les volumes qui sont l'élément clé au départ. En français ou en anglais, alors? J'alternerai. Côté Return, le mot d'ordre, c'est mutualiser les savoir-faire et joindre les forces. Okay. So I had wanted to ask you to give us a political brief on what was happening in France, but I believe the minister covered a bit. So perhaps I will ask how you feel the AJAC law has given France a competitive advantage as we go forward. Ouais, je vais vous dire un mot de la loi AGEC. Je commence déjà aussi par remercier voilà, la Fédération de la mode circulaire de l'invitation aujourd'hui. Et je pense que les initiatives de ce type sont très importantes, la ministre l'a dit. Je complète simplement en disant qu'on parle beaucoup de transition écologique, de défense de l'environnement, de la biodiversité, de l'eau. Il ne faut pas oublier à la fin en fait que ce qu'on défend, c'est l'homme dans cette histoire. Parce qu'une biodiversité, il y en aura de toute façon une dans 3000 ans. Une planète, il y en aura une dans 3000 ans. Et en fait, si on fait tout ça, à la fin, c'est pour continuer à rendre la Terre habitable. Et c'est bien de ça dont on parle quand on parle de transition écologique. Quelques mots sur la loi AGEC. C'est vrai que c'était une première étape importante. Il y en a eu d'autres derrière, mais je pense qu'on y reviendra. Donc en 2020, c'est une loi qui a effectivement installé les sujets d'anti-gaspillage et d'économie circulaire au niveau législatif en France. C'est aussi une loi qui nous positionne en chef de file de ces sujets-là au niveau européen. Et on voit que ça nous donne des accroches après pour influencer le niveau européen quand on a des discussions sur le sujet. Donc c'est extrêmement important.
il y a plusieurs objets, plusieurs politiques publiques qui sont mises en œuvre dans l'application de cette loi. Je pense notamment à l'indice de réparabilité. Alors c'est un sujet connexe des produits électroniques, mais j'en parle quand même parce que c'est un indice qui est plutôt entré dans la tête des consommateurs et qui a influencé d'abord les choix des consommateurs et ensuite la manière avec laquelle les produits sont conçus. Et donc les fabricants essayent de se hisser à un niveau toujours plus haut de cet indice. Et c'est vraiment, on se dit là qu'on a un impact, l'impact qu'on recherche avec une telle mesure. Autre mesure de la loi donc anti-gaspillage et économie circulaire, 20% des produits qui sont achetés dans les marchés publics en termes de textiles doivent comprendre des matières recyclées. Ça, c'est l'objectif 2024. On passe à 30% en 2030. Et donc ça aussi, c'est un autre levier qu'on utilise beaucoup, c'est l'achat public et le fait que, l'achat public en France, c'est 8 à 10% du PIB en fonction des années. On peut se dire que c'est faible, mais en fait, c'est un levier énorme puisque ça influence les entreprises qui sont fournisseuses pour aussi proposer des produits de plus haut niveau. Et puis après, il y a un élément très important que la loi AGEC pose sur la table, c'est les questions de traçabilité, avec des outils, la traçabilité, de transparence plus largement même, la traçabilité géographique, les quantités de matières recyclées que comprennent les produits, les méthodes harmonisées de calcul de réparabilité des produits, des emballages. Et tout ça, ça permet aux entreprises de mieux connaître leur chaîne de valeur, ça permet de lutter contre le greenwashing, et puis ça permet aussi d'innover dans la manière avec laquelle on s'adresse aux consommateurs. And so, circularity kind of starts from soil. It goes from soil, it goes from farm to the rack. So perhaps, Marie-Claire, you could speak a little bit about the initiatives that Kering has done from biodiversity to through the supply chain. Nous, quand on pense en fait Kering, et on n'a pas présenté, mais je suis sûre que dans le public, vous voyez bien qu'on a des marques qui sont diverses, depuis des marques comme Gucci, Bottega Veneta, jusqu'à des marques qui sont aussi dans le secteur, et c'est assez intéressant parce que les défis posés ne sont pas les mêmes, dans la joaillerie comme Boucheron ou Pomellato, et en même temps maintenant on a une division beauté, et on essaye donc que cette dimension liée à la circularité soit vraiment présente sur l'ensemble des segments de la chaîne de valeur. Et donc, pour répondre à votre question, Randa, ça commence en fait dès la matière première. Donc, c'est pour ça, par exemple, que nous, on pousse en fait l'agriculture régénératrice et que nous avons développé en fait un programme de travail spécifique avec Conservation International, avec un fonds qui est dédié et qui nous permet, on a un objectif de transformation d'1 million d'hectares d'agriculture conventionnelle en agriculture régénératrice, et nous avons déjà en fait atteint un peu plus de 800 000 hectares donc sur ces dernières années, avec vraiment l'ambition, les intervenants précédents le mentionnaient, c'est que cette matière première soit intégrée en fait dans nos chaînes de production. Donc ça, c'est déjà un premier élément sur la circularité. Autre élément, et on y reviendra sur ces notions en fait non seulement de recyclage mais surtout de surcyclage, puisque quand vous êtes dans le luxe, vous avez une matière première qui est assez exceptionnelle, et donc évidemment que ça soit les chutes de la matière première qui vont permettre de faire de nouveaux produits, mais que ça soit aussi, vous avez toujours dans la production il peut se passer un petit défaut, etc. Donc, comment réutiliser cette matière première. Et puis, deux éléments qui, moi, me semblent également essentiels, c'est que quand vous êtes dans le luxe, c'est vraiment fait aussi pour durer. Le luxe par lui-même, vous avez cette notion de durabilité qui est vraiment au sens temporel du terme. Et donc, c'est évidemment, et d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site parce qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Et on a écrit un document qui s'appelle en fait l'ambition sur la circularité et qui est vraiment, si je peux me permettre l'expression, poussé jusqu'au bout
la vie du produit. Donc avec quelque chose qui est très dans l'ADN du luxe, cette notion de réparabilité, mais réparabilité poussée à l'extrême et en gardant toujours les plus hauts standards, parce que quand on répare vis-à-vis de nos clients, il y a une attente à ce que ça ne se voit pas, si je peux le dire ainsi, que ça a été réparé. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, c'est aussi un élément, c'est que quand le client ou la cliente a fini, on va dire, et a envie de changer de produit, on y reviendra peut-être, qu'il y a tous ces sujets en fait de seconde main, mais j'aimerais dire de troisième main, de quatrième main, de cinquième main. Et le message essentiel pour moi, c'est de dire que quand vous faites un produit de luxe, dès le design, dès le choix de la matière première, vous devez intégrer cet élément de circularité. Et puis après, on peut y revenir, mais c'est ce qui était présenté dans l'étude. Comment je vais utiliser, par exemple, du nylon recyclé qui vient de filets de pêche, etc. Mais ce que je pense qui est plus important, c'est de se dire, si on veut vraiment faire de la circularité, il faut que ça soit dès le design et dès la matière première intégrée, de telle sorte aussi que vous ayez un business model qui soit viable derrière la circularité, business model qui du coup est à l'échelle et pas simplement, on l'évoquait, des éléments de greenwashing où chaque maison peut ou donner j'ai un super projet pilote, mais en fait quand vous regardez, c'est pas du tout transformant pour le modèle d'affaires. And Sophie, I was going to say this is where you come in with the recycling product. Yes. Yes. Merci. Effectivement, donc déjà, je voulais commencer par rappeler, selon moi, c'est pas selon moi, c'est la définition très courte de l'économie circulaire. Dans économie, on veut dire profitabilité, et dans circulaire, on parle préservation. Et WeTurn, la définition même de WeTurn, c'est de rassembler tout le monde au même endroit, c'est-à-dire des entreprises, des marques, des concurrents, des filières, des industriels. Et ça fait 4 ans qu'on s'attelle à créer cet écosystème. On n'a rien inventé chez WeTurn, on n'a pas inventé le métier de la filature, du tissage, de la logistique, de la collecte. On a juste organisé une filière, essayer de la rendre la plus efficiente possible et la plus traçable possible, surtout. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie circulaire, dans les matières recyclées, on voit plein de fournisseurs qui vendent du recyclé sans donner d'informations sur la traçabilité, la provenance, le mode de transformation, etc., ni de certification. Donc, chez WeTurn, vraiment, on s'attelle à créer un collectif qui soit efficient. Et la question de créer un pont entre les fournisseurs et les marques est clé chez nous. Parce qu'on a vu ces dernières années, et c'est pas un mal finalement, on a vu des marques et des groupes créer des filières indépendantes seules. C'est bien parce qu'au moins ça permet à chaque groupe d'aller se rendre compte par soi-même des difficultés, de la complexité de créer une filière en propre. Néanmoins, c'est pas rentable. En fait, c'est toujours pas rentable. Et c'est la raison pour laquelle ça passe pas à l'échelle. Et donc chez WeTurn, nous, on est une entreprise qui est complètement neutre et indépendante. Et on travaille beaucoup avec les manufactures. On croit en fait vraiment à ce que la rentabilité de l'économie circulaire arrivera le jour où on créera des plateformes et des lieux où on mutualisera les savoir-faire, les méthodes, les process de collecte, de tri, de conditionnement, de démantèlement, de sorte que dans un même espace, on ait des flux de qualité équivalente qui soient accessibles à l'ensemble d'un marché. Donc c'est du mix, c'est à la fois du mass balance, mais aussi de l'exclusif, parce que ça donne accès aux marques finalement qui contribuent à cette collecte. Et donc c'est ce qu'on appelle notre projet de banque des matières premières. Donc nous, notre appel, il est de dire que finalement, et on commence à le démontrer, dès lors qu'on arrive à mutualiser dans ces espaces, ces plateformes, l'ensemble des matières premières, on arrive tout de suite à un modèle économique qui est beaucoup plus rentable. Et par ce modèle-là, les entreprises, les marques ne sont pas concurrentes parce qu'elles font partie d'un collectif. Et parfois, il y a des marques, elles ont, et c'est celle-là le lien que je veux faire avec les fournisseurs, il y a beaucoup de maisons concurrentes qui ont les mêmes fournisseurs, les mêmes manufactures, et qui demandent donc à leurs fournisseurs de trier leurs chutes. Mais un fournisseur à qui on demande de plus en plus la traçabilité, du reporting, de l'assertif, du machin, il fait plus son travail correctement. Et si en plus on lui demande de trier pour finalement que ça lui coûte, que ça lui rapporte rien, il dit non. C'est ok, c'est normal finalement. Il faudrait des ressources en plus pour trier ces déchets par marque.
Et c'est la raison pour laquelle nous, chez WeTurn, nous avons développé des partenariats qui nous semblent très structurants aujourd'hui pour accompagner la filière dans son ensemble. Donc un partenariat qu'on a annoncé récemment avec Gruppo Florence, qui est le premier groupe industriel italien de manufacture de luxe. On travaille avec Gruppo Florence et on collecte par celui-là des centaines de tonnes de chutes de qualité premium et qui sont accessibles aux maisons, aux grandes maisons, et qui leur permettent en fait finalement de développer leur projet en semi-boucle fermée, mais qui sont tout de suite sur des niveaux économiques qui sont, dès lors qu'on passe à l'échelle industrielle, qui sont rentables. And so to an extent here, we're speaking a little bit about the luxury industry. But if you look, the numbers are that if you look at the platforms that sell secondhand, there's about 170 million fast fashion items at any given time, which is an insane amount. So, and a lot of them cannot be recycled because you have to take them apart. So Véronique, perhaps you can speak about the collection system, how this is working and what needs to be done to be more efficient. Alors, effectivement, un des grands sujets, c'est comment on va collecter, récupérer tous ces vêtements, toutes ces chaussures, tout ce linge de maison dont on n'a plus besoin. Et le grand enjeu, c'est de les retirer des ordures ménagères. Aujourd'hui, on collecte à peu près 4 kilos par habitant en France à travers le système Refashion, donc le système de l'éco-organisme de la filière en France. Mais hélas, il reste encore environ 10 kilos dans les ordures ménagères et il faut tout faire pour retirer ces déchets des ordures ménagères parce que rien n'est pire que les ordures ménagères. Toute valorisation est mieux d'un point de vue impact environnemental plutôt que les ordures ménagères. Et par rapport à ça, l'enjeu, c'est de développer, parce que c'est bien de collecter, mais il faut avoir des débouchés. Et aujourd'hui, la ministre en parlait, il y a, en plus de toutes les autres crises, une crise des débouchés, parce que tous les pays du monde ont pris conscience qu'il fallait collecter. La France a été précurseur. Ça fait 15 ans qu'il y a une responsabilité élargie du producteur pour cette industrie en France. Mais ça y est, tous les autres pays du monde ont compris que c'était une bonne idée. Et donc, s'y sont mis. Et donc, on a un afflux de gisements de déchets TLC, textiles, linge de maison, chaussures. Et donc, aujourd'hui, la France, comme tous les autres pays du monde, subit cette crise. Et il faut qu'on arrive à renouveler le fonctionnement de la filière et à le faire évoluer pour trouver d'autres débouchés. Et dans les débouchés, il y a le recyclage. Dans les débouchés, alors toujours dans les débouchés, on en a un peu évoqué, il y aura toujours la durabilité qui est très importante pour faire la seconde main. Et KPMG en a bien parlé. Et la seconde main, où qu'elle soit dans le monde, est mieux que toutes les autres solutions qui arrivent derrière dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Évidemment, la seconde main en France et en Europe, l'idée c'est de la développer et il y a un énorme marché potentiel qui peut se développer. Pour ça, on a besoin d'avoir en amont de l'éco-conception pour tous les produits, pas seulement pour les produits haut de gamme. Et je peux témoigner que même des acteurs de l'entrée de gamme en France et en Europe arrivent à très bien faire de l'éco-conception et à faire de l'incorporation de matières recyclées et à avoir de la durabilité sur leurs produits. On voit ça à travers les éco-modulations que verse l'éco-organisme et qui sont en forte augmentation. Mais effectivement, derrière, c'est comment on crée plus de débouchés pour la seconde main de manière tracée et comment on crée plus de débouchés pour aussi ce qui n'est plus utilisable. Parce qu'il faut bien gérer à la fin ce qui n'est plus métable, ce qui n'est plus utilisable. Et là, c'est là où on arrive sur le recyclage. Mais là aussi, tout ne peut pas être recyclé. Voilà. Et donc là, il va falloir faire de la valorisation énergétique parce que tout est mieux que de brûler sans aucune valorisation. And in the KPMG study, they actually mentioned that only about 12% of items are collected. So do you think that comes down to consumer confusion? They're not putting it in the right bin, they're doing something else with it? En fait, il y a un message. Depuis la nuit des temps, les vêtements usagés sont réutilisés. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ça a toujours existé et même ça existait beaucoup plus avant quand les vêtements étaient beaucoup plus chers. Et donc il y a toujours eu cette habitude de tous les pays du monde de donner les vêtements pour plus pauvres que soi. L'idée de base, c'est pour les pauvres, pour habiller les pauvres. Et encore aujourd'hui, en France,
quand on interroge les consommateurs, les citoyens, parce que c'est un appel à tous les citoyens, cette collecte séparée, elle est obligatoire, eh bien, ils disent c'est pour habiller les pauvres. Et du coup, ils se posent des questions. Ils disent mais je ne comprends pas parce qu'après, je le vois en vente dans le charity shop à côté et je ne comprends pas. Ils vont faire du profit dessus. Non, ils ne vont pas faire de profit dessus. C'est qu'effectivement, désormais, l'idée, c'est de réduire l'impact environnemental, bien entendu de les réutiliser au maximum, mais ça a un vrai coût. Cette collecte, ce tri derrière pour séparer la partie réutilisable de la partie non réutilisable, c'est un coût. Donc vous voyez, déjà la collecte est un coût, le tri c'est un coût. Et puis derrière, la fin de vie, c'est-à-dire le fait d'aller recycler, je crois qu'on l'a évoqué, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui, c'est un coût. Et la valorisation énergétique, c'est encore un coût. Donc, tous ces coûts, il faut bien qu'ils soient supportés. Et aujourd'hui, ces coûts, ils sont supportés par la partie qui est réutilisable, d'où le fait que ces vêtements soient, oui, beaucoup donnés pour habiller les gens qui en ont besoin, mais aussi vendus pour aussi financer le reste. So, because we do have these the eco-consumption rules and the incentives, do you think that these are changing consumer behavior? Are they changing the way companies produce and the way companies look at their business models? Oui, on pense qu'il y a un vrai impact de l'information du consommateur. On a l'exemple, je le disais tout à l'heure, des indices de réparabilité, avec une vraie évolution des achats, avec une vraie évolution dans la conception des produits. On a le sujet de l'affichage environnemental. La ministre en a parlé tout à l'heure. On travaille et on était dans ces murs au mois de novembre dernier pour le lancement d'un affichage, j'espère à l'été, sur un nombre de points d'impact sur l'environnement causés par l'achat d'un vêtement. Ce qui est intéressant dans la façon avec laquelle c'est présenté, c'est que ça fait vraiment appel à l'intelligence du consommateur. J'explique pourquoi. Ici, on n'est pas sur un score tel que le Nutri-Score, qui est un score qui est intéressant, qui est une autre preuve qu'un score peut être connu. Mais l'idée, c'est pas de se dire qu'en achetant 10 fois un t-shirt qui est noté A, on fait 10 fois une bonne action, puisqu'on a eu 10 fois de l'impact. C'est plutôt de parler en nombre de points et de créer aux côtés du prix une nouvelle monnaie. C'est un peu comme quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la monnaie. Et petit à petit, on s'habitue à cette monnaie, on sait ce qu'elle veut dire, et on est capable de comparer les produits entre eux, avec des différences dans les scores qui sont liés à l'utilisation de produits phytosanitaires ou pas dans la production des fibres, qui sont liés à la qualité, l'utilisation de plastique ou non, qui sont liés à la distance de production, qui sont liés même à la largeur de la gamme. Et donc, il y a une possibilité pour le consommateur d'avoir un ordre de grandeur de l'impact de son achat. And companies as well are changing their behavior on the production side? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'elles changent déjà leur comportement en fonction de ce score-là, puisqu'on espère avoir les premières entreprises qui l'utilisent à l'été. Officiellement, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui le testent aujourd'hui officieusement, et on verra ensuite quel impact ça a effectivement sur le marché. Marie-Claire, you work with such a large and influential group. How do you build a culture of caring about sustainability and caring about circularity throughout a large organization? Peut-être juste pour rebondir sur ce que Véronique évoquait, aujourd'hui, et c'est là où le côté public-privé trouve aussi toute sa dimension, c'est qu'on n'en est qu'au début de l'innovation. Et donc, il faut savoir stimuler. Et ça répond aussi, Rhonda, à votre question, c'est qu'on a tous intérêt, vous le mentionniez, à travailler de manière collective, parce que très vraisemblablement, avant de tomber sur la valorisation énergétique, il y a encore plein de choses à inventer, et surtout plein de choses à inventer qui vont être aussi viables économiquement. Et donc c'est là où le côté public-privé, à mon avis, on peut encore passer à un cran supplémentaire.
et notamment parce que moi je reviens, mais c'est pas uniquement vrai sur le côté économie circulaire, c'est vrai pour beaucoup de sujets qui sont liés à l'environnement. Quand on se dit on va réutiliser par exemple la matière première dans le luxe, vous avez tout le sujet du dismantling. Et si le dismantling, pour pas abîmer la matière première, il doit se faire exclusivement de manière manuelle, même si on travaille collectivement, et je peux vous assurer que, parce que je vais répondre à la question sur l'open source, on est à fond, n'empêche que le modèle de faire, il est encore challengé par rapport à malheureusement aller puiser la matière première dans la nature. Et donc il faut évidemment qu'on n'abîme pas cette matière. Donc là-dessus, pour que ça devienne plus mécanique, etc., j'en suis convaincue qu'il y a des voies de progrès. Et un autre élément que l'on a, parce que là on parle vraiment produit, mais si je prends le secteur du luxe, et aussi pour mes collègues qui sont dans les marques premium, et même quels que soient les points de vente qu'ils ont, on doit avoir une approche 360. Donc certes, il y a la filière textile, mais c'est aussi bien sur la façon dont on fait nos boutiques, c'est aussi bien sur le non-merch, comment on est en capacité de réutiliser, etc. Et nous, on essaye d'avoir cette approche en fait cohérente. Je vais vous donner juste un exemple. On a lancé en fait ce qu'on appelle les Caring Generation Awards, qui sont un moyen d'identifier des startups à travers le monde, donc au Japon, en Chine, en Arabie Saoudite, etc. Et par exemple, ça nous a permis d'identifier une pépite qui est en capacité en fait de réutiliser des déchets, un peu on dirait en anglais des débris de porcelaine, et de redonner une seconde vie que l'on peut mettre dans nos boutiques, vous voyez, plutôt qu'utiliser de la matière première. Donc je pense que le monde de la mode en plus a cette capacité en fait d'être vraiment influenceur, et donc au-delà des produits, de là-dessus. Après, sur le côté comment démarche collective, d'abord, pour avoir une démarche collective et engagée, il faut que dans les entreprises, le top management soit convaincu que c'est bien de partager, que c'est bien d'agir, parce que c'est facile de dire il faut qu'on travaille tous ensemble. Quand vous êtes dans un univers qui est challengeant économiquement, que vous êtes coté en bourse, il faut être sûr que ces bonnes déclarations d'intention deviennent réalité. Et je dirais, nous, on a la chance chez Kering d'avoir notre PDG, François-Henri Pinault, qui est vraiment convaincu par le fait que tout ce que l'on met derrière l'économie circulaire, la préservation de l'environnement au sens large, c'est bon pour le business. Et c'est bon, j'allais dire plutôt de façon éthique, mais que c'est aussi bon pour le business. Donc ensuite, c'est de cette manière-là où on a monté en fait 2 coalitions, une à l'occasion en fait du G7 de Biarritz, où cette coalition, c'est aussi bien d'associer, et ça avait été fait sous l'impulsion du président Macron, des marques de luxe, des marques premium, des marques en fait de fast fashion, et aussi des marques de sport, et de se dire, c'est exactement ce que vous évoquiez, si on se met ensemble, qu'on définit les mêmes critères et qu'on essaye d'embarquer en fait les fournisseurs, on peut vraiment changer cette supply chain, faire prendre conscience, et que du coup aussi économiquement ça devient rentable pour le fournisseur de le faire. Après, on peut toujours être challengé sur le fait ça va pas suffisamment vite, c'est pas suffisamment rapide, c'est pas à l'échelle, etc. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'amorcer cette transformation. Et puis, de la même manière, ça a été monté avec nos amis de quartier de chez Richemont sur la partie en fait horlogerie et joaillerie, parce que quand on pense à ça, on pense or, on pense pierres précieuses, etc. Mais mine de rien, vous avez des bracelets de montres. Vous avez aussi ces marques qui sont plutôt destinées à la joaillerie, qui développent d'autres produits, type des petits sacs, etc. Et donc, c'est important aussi de répondre aux spécificités avec la même démarche. Et pour terminer par Kering, nous, on croit beaucoup qu'on n'arrivera pas, quelle que soit la thématique, à changer tout seul. Et donc, toutes nos bonnes pratiques sont mises en open source, de telle sorte que non seulement les fournisseurs, mais on pourrait dire les fournisseurs, c'est assez égoïste parce qu'ils travaillent pour nous, mais aussi nos concurrents ou d'autres jeunes designers qui créent leur structure, puissent aller s'inspirer de ce que l'on fait, l'améliorer. Je ne dis pas du tout que c'est parfait, mais éviter de repasser par les éléments basiques qui leur font perdre du temps et qui ont encore un coût.
Voilà, c'est important et c'est comme ça aussi que vous réconciliez finance et développement durable. I think the Fashion Pact is going to be celebrating its 5th anniversary at Change Now soon. Yes. But I think a lot of what it's done has looked at like collective energy agreements and things that are a little bit less flashy to the consumer. So. Et après les consommateurs, ça doit dépendre des segments, mais objectivement, quand les consommateurs achètent un produit de luxe, ils attendent vraiment que ça soit de la responsabilité en fait de la marque de proposer un produit qui est non seulement avec du savoir-faire, de l'héritage, du craftsmanship, et qui fait attention à la planète et qui fait attention aux personnes. Mais aujourd'hui, quand même, le premier élément qui reste quand les consommateurs achètent un produit de luxe, c'est le design. Et donc, vous avez beau faire toute la communication, etc., mais ce n'est pas ça, malheureusement, qui déclenche l'acte d'achat. Donc c'est là, et c'est ce que vous disiez Brice, c'est là aussi où il faut que les entreprises, les pouvoirs publics sont responsables par eux-mêmes, parce que voilà, on ne peut pas non plus tout demander aux consommateurs. So you spoke about working together with other companies, high and low end, and you work with producers as well. So can you speak about what is the key to getting groups to work together? Alors, je voulais Ok, pour répondre à votre question, première, parce que je voulais vraiment rebondir sur ce que Marie-Claire venait de dire. La clé, pour moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour qu'ils arrivent à travailler ensemble, c'est qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes que c'est plus profitable de le faire ensemble, en collectif. Ça ne veut pas dire qu'on est concurrents, parce que quand on parle de ressources, on partage des ressources entre pionniers. Si c'est bien structuré et c'est réservé, enfin chacun a sa réserve, mais juste, ça nous permet, sur des volumes industriels, tout de suite, finalement, d'être rentable. Et puis, en fait, on parle de rentabilité parce qu'évidemment, l'objectif, maintenant, on est tous là pour poser des questions aujourd'hui sur, OK, maintenant, comment l'économie circulaire devient concrète, des résultats, et économiques surtout, et écologiques. Mais ce n'est pas uniquement l'économie circulaire, c'est pas uniquement le but d'être profitable, mais d'avoir de l'impact et d'être accessible. Et donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, ce soit aussi accessible aux jeunes créateurs, aux marques milieu de gamme, au mass market, qui, eux, n'ont pas les moyens de financer tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc, il y a aussi une sorte de responsabilité. Est-ce que ceux qui portent la création de cette économie circulaire en ce moment en Europe permettent à d'autres marques et jeunes créateurs, futurs les étudiants d'ici qui seront plus tard peut-être des designers, fait que cette matière première soit accessible à tous. Ça, c'est clé. Et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Marie-Claire. Vraiment, ça vient du cœur, et c'est parce que, en tant que chef d'entreprise d'une start-up, je sais que les grands groupes cherchent des start-up, des pépites, etc., pour grandir, et c'est une chance inouïe pour une start-up d'avancer avec des grands groupes, qu'on nous ouvre les portes, qu'on nous donne accès à beaucoup d'informations. Et on a toujours respecté énormément ça. Mais c'est extrêmement aussi difficile aujourd'hui. Il faut avoir conscience que la situation est tellement compliquée sur le marché. C'est un effet domino. Et dans l'économie circulaire, je ne veux pas donner une mauvaise note, mais il y a quand même en ce moment dans l'économie circulaire un nombre de casses, mais qui est quand même hallucinant. Et donc nous, en tant que chef d'entreprise, j'ai peur, quoi. Enfin, et il y a un moment, je dis, mais j'ai de la chance parce que j'ai des clients fidèles. Enfin, on a des clients fidèles. On a une équipe solide. On sait où on va. On a des investisseurs qui nous disent, vous n'êtes pas arrivé trop tôt sur le marché, vous pensez? Et nous, on est convaincus qu'on a fait des pilotes. Et je rebondis sur le sujet des pilotes. Parce que, effectivement, une marque, une maison fait des pilotes parce qu'évidemment, ça commence par là. On teste. Mais on parle beaucoup d'équation économique. Et sauf que mon regret aujourd'hui, c'est qu'on a été sollicité une quantité de fois, mais comme toute start-up, sur des pilotes. Et c'est tellement chronophage, c'est tellement énergivore. Ça coûte tellement cher aux clients, mais à nous aussi, finalement.
Et derrière, c'est pas suffisamment à l'échelle pour que ça donne le moindre résultat. Et donc une marque va ensuite, va nous lancer comme ça, allez tiens un pilote par-ci, un pilote par-là, puis en fait restriction budgétaire, bah non ciao, je reviens vers toi dans 6 mois. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a une morale en fait derrière ça. Et ici dans cette pièce, il y a des chefs d'entreprise, il y a des filières, il y a des marques, mais rendez-vous compte que si vous voulez que ça marche, donnez-nous du pain à manger. Non mais vraiment, c'est un cri du cœur parce que nous, on fait mais tellement pour cette économie circulaire. Et pour des maisons, on fait tout pour être les plus neutres possible. Et donc ce partenariat avec Grupo Florence, comme celui qu'on est en train de faire avec Deray, comme celui qu'on essaye de faire avec Emmaüs sur le post-conso, il y a plein de projets qui se montent. Néanmoins, il faut que les marques comprennent que le modèle économique qu'on propose chez Wittern, il est celui-ci. Une marque, quand elle va downcycler, détruire ou effilocher, elle payait 500 € la tonne historiquement. Elle vient voir Wittern, elle démantèle. Ou peu importe quelle filière, un Revalorem ou quiconque, on paye plus cher le démantèlement. On paye peut-être d'un coup 2 000 à 4 000 € la tonne. Sauf que si je prends le textile, une tonne collectée coûte 500 € à détruire. Une tonne collectée avec Wittern, ça coûte 2 000 € avec le démantèlement, le tri, etc., le conditionnement. Mais avec une tonne, je produis 3 tonnes de fil. Avec ça, je fais 6 000 mètres de matière que je revends 40 000 €. Mais c'est dès lors qu'on arrivera à industrialiser que tout le monde va prendre sa part dans ce modèle économique. Que ces 40 000 €, il y a quoi ? Il y a 8 000 € de marge qu'on se répartit entre le fournisseur, entre la marque, entre la start-up, et c'est viable. Et là, on est en ce moment, et je le dis parce que je pense qu'on en parle entre chefs d'entreprise, mais je me sens légitime de le dire aujourd'hui, parce qu'on a 5 ans et qu'on a un peu un rôle de pionnier aujourd'hui qu'on assume. Il faut passer à l'échelle et prendre conscience que ce n'est pas normal qu'un Renaissance Textile ferme, ce n'est pas normal ce qui s'est passé en Suède, il y a plein, et en fait ça va durer combien de temps, la communication, les engagements et le manque de concret. Voilà, c'est juste moi mon message en tant que chef d'entreprise et de toute mon équipe qui est derrière moi et qui est loyale, et on a envie que ça se passe. Voilà. Thank you for your passion. Peut-être juste pour répondre, mais ce n'est pas spécifiquement par rapport à votre entreprise. Ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, et c'est forcément quand on est, je reprends la parole étant la seule d'un grand groupe, donc pour répondre aussi que vous savez, les grands groupes, et je sais que là je ne vais pas du tout faire pleurer l'audience, mais les grands groupes aussi en fait ont leur propre aussi contraintes. Donc on est d'accord, et c'est bien pour ça, en plus moi je suis bien placée pour vous dire que quand on fait avec les startups, c'est pour les mettre à l'échelle. La startup que je vous mentionnais, comme d'autres startups, on leur donne toute la visibilité aussi, par exemple à ChangeNow, pour qu'elles trouvent des investisseurs, etc. On est complètement d'accord. Mais nous-mêmes aussi, en tant que grand groupe, quand vous êtes, et on peut tous se renvoyer la balle, donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait un changement qui soit plus systémique sur le sujet, parce que quand vous êtes un groupe qui est aussi coté en bourse, je peux vous assurer aussi que pour faire les roadshows ESG, si je leur explique, et il y a une partie, et que les limites physiques de la planète, etc., je suis obligée aussi en tant que grand groupe, et je ne parle pas spécifiquement de Kering, mais l'ensemble, je peux vous assurer aussi qu'on est challengé. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut trouver des moyens de passer à l'échelle, et c'est... Il y a les méchants et d'autres pires encore. Je suis le néant. Un être plus fort que tous les Avengers. Me semble-t-il, et je sais bien que quand on est de l'autre côté, que les grands groupes vous demandent des lots, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de ceci, cela, mais ne croyez pas que c'est si facile que ça, ou que tout est facile aussi quand vous êtes de l'autre côté, parce que chacun à son niveau, et je précise bien chacun à son niveau, est aussi challengé sur que quand vous transformez le modèle d'affaires, comment vous arrivez à continuer à montrer en fait une profitabilité, etc. Et je pense qu'on a tous intérêt à travailler ensemble pour montrer aussi que certes on peut allier profitabilité, mais que vous avez des limites physiques de la planète. Et là, ça rejoint aussi le consommateur, que le consommateur aussi, il doit être prêt à absorber ou à stimuler cette consommation
Parce qu'il y a quand même, et là je sors du secteur du luxe parce que c'est moi le sujet, moi ça me fait toujours marrer, et quand je regarde dans d'autres entreprises où j'ai la chance d'être au conseil, c'est que dans toutes les études Quali ou Quanti, tous les consommateurs sont prêts à payer plus cher. Tous. Je veux dire, tous. Et significativement. La réalité, quand vous discutez, et je ne parle pas pour le luxe, la réalité, elle est un petit peu différente. Donc, on peut dire aussi que les périodes sont plus ou moins challengeantes, etc. Mais il y a quand même un petit gap entre le déclaratif qui est fait dans les meilleures études sur comment le consommateur il va dire que l'environnement c'est intéressant, comment il est prêt à payer. Moi, je suis agro de base, donc je suis très sensible au côté agriculture régénératrice, agriculture bio. Mais même sous votre contrôle, la réalité, c'est que les consommateurs, il y a un tout petit décalage. Je ne dis pas tout le monde, il y a quand même un tout petit décalage entre le déclaratif et ça. Donc, c'est la société qui doit aussi changer sur ces sujets et on doit intérêt à travailler ensemble. Alors, je rebondis juste un truc, c'est juste, je finis juste. Je laisse l'État parler. Je termine un instant. C'est simplement, j'entends tout ça et je sais qu'il y a des engagements. Moi, je suis pas B2C, on est B2B et mon seul point, c'est de dire que, et je vise personne, quand un groupe utilise une start-up pour son image et communiquer et faire des pilotes, il faut ensuite derrière que le groupe s'engage à lui donner de l'activité, voilà, parce que c'est pas seulement à sens unique. Et aujourd'hui, je trouve que mais je vise pas, Kerry, je dis que c'est une générale. Okay. But so this panel is about competitive ecosystems and making things profitable for companies. So as you mentioned, Marie Claire, we are facing some challenges when you are presenting to shareholders. And also yesterday, we had some news about the tariffs in the U.S. So as long as we're on this topic, does anyone have any thoughts about how that might impact consumer behavior or what you're seeing in the future? Très sincèrement, là je me retourne vers Brice parce qu'il y a une grande réunion à l'Élysée cet après-midi. C'est évidemment, je dirais, très difficile de vous répondre aujourd'hui. Les annonces ont été faites hier. Très concrètement, c'est assez difficile de voir ce qui est il y a du 10%, du 20%, qu'est-ce qui est de l'additionnel, à quel moment ça se pose, etc. Donc, je ne serai pas à même de vous répondre aujourd'hui en termes d'impact. Effectivement, en revanche, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif en tant que tel, mais je suis certaine que la France et l'Europe prennent ce sujet à bras-le-corps, puisque je pense qu'il y a, sous votre contrôle, Brice, une réunion cet après-midi. Elle est 16h, donc je ne sais pas quelle heure il est, mais... I did want to sort of end this on a happy note, but I wanted to say, like, what is the one key policy change that you want to see most immediately to make a circular economy? And then we can take some questions from the audience. L'incorporation de matières recyclées obligatoire pour tous les produits. Honnêtement, on a un vrai problème de demande aujourd'hui. Ce dont on parle sur l'industrie du recyclage, il y a un problème de demande. Il y a aussi un problème à venir de suprématie sur nos ressources. Nos déchets sont nos ressources. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Et donc, il faut absolument qu'on les utilise et qu'on conserve ces ressources, et donc qu'il y ait une obligation d'incorporation de matières recyclées. Aujourd'hui, c'est un sujet. Je reviens sur l'affichage que je citais au départ. Je n'ai pas d'exemple de politique à quel point, qui met face aux consommateurs l'information de façon extrêmement régulière de l'impact de ses achats. Donc, on peut être confronté à différents outils pour calculer notre score carbone dans notre mode de vie. On peut ça et là avoir quelques informations sur l'impact de nos choix sur le plan environnemental, mais un affichage qui nous renseigne au quotidien sur les choix qu'on fait, me paraît être un levier, un affichage volontaire, me paraît être un levier extrêmement puissant dans les choix que chacun fait. Voluntary or legislated? Volontaire avec, c'est un système à 2 cliquets en fait, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où la marque
peut mettre ça en place de façon volontaire. Et puis après, il y a un deuxième cliquet qui arriverait 1 an plus tard, où d'autres peuvent le calculer pour la marque si elle ne l'a pas fait elle-même. Je pense que pour être le plus efficace sur tous les sujets d'économie circulaire, je reviens sur mon premier point, il faut déjà produire ce que l'on va utiliser parce que c'est une solution, mais le point de départ, c'est quand même ce que l'on produit globalement et quel que soit le secteur d'activité, pas simplement pour l'industrie textile. Donc il faut vraiment se challenger sur la production elle-même. Et pour ma part, ça sera l'éducation. La formation, Mina l'a sorti avec l'équipe de KPMG, on en parlait dans la restitution tout à l'heure. Et nous, on le dit aussi depuis des années, ça fonctionnera le jour où autour de la table, on aura la finance, la RSE, le marketing, la production, les achats et les opérations. Et c'est encore effectivement très siloté. Voilà. Do we have time to take questions from the audience? Okay. Does anyone have any questions? Stand up, yeah. Ah oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Antoine Orlaville. Du coup, moi, j'ai créé ma marque de mode. Donc, je vais poser une question qui va sûrement intéresser d'autres créateurs aujourd'hui. Concrètement, comment est-ce que un jeune créateur va pouvoir avoir accès à ces matières premières pour inclure tous les éléments, tous les acteurs à notre niveau? Parce que, par exemple, j'ai regardé le site Return et je vois que pour acheter les tissus, c'est minimum 300 mètres. Donc, c'est pas accessible pour un jeune créateur. Et j'avais aussi une question pour Madame Daveu. Est-ce que Kering met en place, comme ça a été fait par exemple par LVMH avec Nonasource, une manière d'acheter les dead stocks qui sont produits par l'entreprise, par le groupe? Alors, on pourrait faire des commandes moins de 300 mètres, sauf notre objectif, c'est pas de recréer de la matière, de recréer un stock. On a 88 références, donc si on n'a pas non plus trésorerie pour le faire, mais c'est pour ça qu'on a des partenariats. En fait, on adresse principalement donc des marques établies aujourd'hui, et on a un partenariat qui fonctionne très bien avec Nonasource. Et donc, on a les matières Return sur la plateforme Nona où vous pouvez acheter au rouleau, voilà. Et pour Kering, nous, tout ce qui est, surtout si on vise les tissus, si vous pensez plutôt tissu que cuir, pour le moment, ce que l'on a mis en place, c'est vraiment des dons aux écoles de mode. Comme vous le savez, le groupe est aussi très italien. Donc, c'est à différentes écoles de mode où on donne beaucoup de nos textiles. Et le deuxième élément, parce qu'il y a encore une fois, au-delà des tissus en eux-mêmes, on voit aussi que quand on discute avec les jeunes créateurs, pour mettre en valeur, ils ont besoin d'installer, d'avoir un pop-up avec des éléments de décoration, etc. De la même manière, en fait, tout ce qui est issu des fashion shows, des présentations, etc., est donné, que ce soit en France ou en Italie, pareil, pour qu'il y ait une seconde vie, une troisième vie, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de business derrière les tissus que nous donnons. Ok, merci beaucoup. Et avec une vraie question avec un vrai point que vous soulevez, qui est aussi pour les grands groupes et les marques de luxe, c'est que évidemment, entre ce qui peut être donné, etc., vous avez tout le sujet des logos. Et donc, entre guillemets, de délogotiser aussi un certain nombre de tissus, à la fois pour le designer qui va l'utiliser et à la fois pour la marque qui le donne, qui peut être aussi en fait un des challenges auxquels il faut répondre.
Première question et le temps de la pause ensuite, rapide si possible. Bonjour, Chloé Salmon-Le Gagneur, je dirige le CETIA. Je suis très intéressée par la matière recyclée de manière obligatoire à incorporer dans les vêtements. Ça peut être effectivement un bon levier pour stimuler la demande qui manque horriblement aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée d'un pourcentage qui pourrait être incorporé? Et est-ce qu'il y a, au niveau de la régulation, au niveau des pouvoirs publics, de la législation, il y a des choses qui sont prévues en ce sens dans les mois à venir? Alors, sur le pourcentage, effectivement, c'est un sujet qui est complexe parce que selon le type de fibre, ce ne sera pas le même pourcentage. Et à un moment, l'idée, ça va être d'inciter, pour que ça fonctionne, il faut inciter tout le monde. Et donc, il ne faut pas fixer un pourcentage trop élevé, sinon ça ne sera pas réaliste. Donc, voilà, je ne donne pas d'idée de pourcentage, mais je dis qu'il faudra démarrer bas parce que il faut que ce soit réaliste et que ça puisse être applicable. Et c'est qu'en démarrant bas que ce sera réaliste et que ça pourrait être applicable. Très sincèrement, pour l'information de tout le monde, au-delà de 30%, on a des études récentes qui le montrent, ça devient coûteux et ça devient plus compliqué. Oui, on a des tas de pilotes qui ont été réalisés et que Refashion a financé qui vont jusqu'à 50% et avec succès, mais c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux. Et est-ce qu'un 5% simplement pourrait faire levier sur la demande et permettre de faire décoller le marché, la matière recyclée? Dès 5%, ça serait formidable, mais après, c'est à étudier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis maître du temps et je ne veux pas vous enlever le mot de la conclusion. Je le fais en 30 secondes. Je le disais tout à l'heure sur la loi AGEC, on a pour les marchés publics 20% en 2024 et 30% des produits qui doivent comporter de la matière recyclée. Ça ne correspond pas tout à fait à votre question. Et après, sur la suite, nous, on est dans un momentum là un peu particulier sur tout ce qui est réglementation. Ça ne vous aura pas échappé, aussi bien au niveau mondial, européen que français. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche des mécanismes qui sont des mécanismes volontaires, j'y reviens de façon peut-être un peu lourde, mais des mécanismes d'information du consommateur plutôt que des cliquets qu'il faut savoir respecter pour être sur les trajectoires de transition écologique. Merci. Thank you.